Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Pour ne rien manquer du récap, abonnez-vous à notre newsletter. Chaque jour, recevez gratuitement notre condensé d'actualité, mais aussi toutes les nouvelles du média directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur lemediatv.fr/newsletter. Le récap épisode 42, c'est parti. L'antichambre du Rassemblement national a élu son nouveau concierge. Les militants Les Républicains ont désigné ce week-end leur nouveau chef, qui n'est d'autre que Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur. En résumé, pour ceux qui auraient perdu le fil, la droite vient de se choisir comme président un ministre d'un gouvernement macroniste dont les positions sont quasiment copiées-collées sur celles de l'extrême droite. À force de se contorsionner à ce point, il risque le claquage à tout instant. Et pour le coup, le très extrême droitier ministre de l'Intérieur peut se targuer d'un triomphe électoral, plébiscité par 75% des suffrages. Derrière cette large victoire se cache une humiliante déculottée. Celle de Laurent Wauquiez, l'autre candidat à la présidence, et en réalité clone idéologique de Retailleau, qui se contente d'un maigre 25%. Ça fait mal. Mais le grand gagnant et bon joueur, il a d'autres priorités que de tirer sur l'ambulance. Je vous propose d'écouter sa première déclaration. Dans cette campagne, je n'avais pas d'adversaire. Nos seuls adversaires, c'est la gauche mélenchonisée. Cette gauche mélenchonisée qui veut finalement communautariser la République, qui veut toujours plus diviser, qui veut toujours plus archipéliser la France. Et c'est à eux que nous devons réserver nos coups. C'est eux qu'il nous faudra désormais combattre. C'est sûr que vu le score, Retailleau n'avait pas d'adversaire dans cette campagne. C'était gagné d'avance pour lui. En tout cas, ses premiers mots en tant que président des Républicains donnent clairement le ton. À peine élu, il a dynamité l'historique barrage républicain contre l'extrême droite, ou plutôt il l'a réorienté puisqu'il l'opère toujours, mais contre la gauche désormais. Pour lui, le seul adversaire politique, c'est la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. En fait, ce que nous laisse entrevoir Retailleau, c'est la future alliance des droites. De toutes les droites, même les plus dures. De Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Ciotti doit, lui, se retourner dans son bureau. On se rappelle qu'il y a quelques mois, il a été éjecté de la présidence du parti quand il a annoncé une alliance avec le RN au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale. À l'époque, cette figure du parti, dont Bruno Retailleau, se fende d'une tribune dans le Figaro dénonçant cette décision. Entre la chienlit et la démagogie, nous choisissons le chemin de la République, écrivait-il alors. En fait, le vrai problème, c'est le coup de force. Ciotti n'avait consulté personne avant d'annoncer son projet d'alliance avec le RN. Cette opération est contestée par 700 membres du Conseil national de LR qui saisissent la justice avec la quasi-totalité de ses députés et de ses sénateurs. Ciotti s'accrochait à son bureau comme une moule à son rocher. Il s'était retranché au siège des Républicains et refusait d'en sortir. Valérie Pécresse avait dû débarquer en montant ses manches pour le déloger. Un moment d'anthologie politique. À l'époque, publiquement en tout cas, les opposants de Ciotti fustigent la décision politique plus que la méthode. Dans la tribune du Figaro, on peut lire « La position exprimée par Éric Ciotti est une impasse. Elle n'engage pas notre famille politique et ne représente en aucun cas la ligne des Républicains ». Quelques mois plus tard, la ligne semble avoir bien évolué. En désignant Bruno Retailleau comme chef de file, les militants LR ont mécaniquement orienté la ligne du parti en s'alignant sur les positions du Vendéen. Au cas où vous n'ayez pas tout suivi, on s'est sacrifié pour vous rafraîchir la mémoire. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Soit il y a une mobilisation générale pour ce grand combat qui prendra des années, mais on le gagnera. Soit il y a la mexicanisation du pays. C'est le choix qu'on a devant nous. Ce que je vois, moi, c'est une toile de la corruption qui s'étend dans diverses administrations. Ce que je vois, c'est que sur le territoire national, il y a des enclaves, des narco-enclaves qui sont en train de se créer, qui sont en train de se soustraire à la souveraineté nationale. Je pense que le Rassemblement national est très à gauche. Un mot sur précisément votre liberté de parole, vous le disiez il y a un instant, sur l'immigration. Parmi les expressions que vous avez pu utiliser par le passé qui ont pu heurter, il y a le fait de qualifier certains Français de Français de papier. Est-ce que vous réutiliseriez ce soir cette expression ? Mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on le voit bien, il y a un échec global de l'intégration. Composé de deux personnes de même sexe, ça n'est pas la même chose qu'un couple composé
de personnes de sexe différent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel, dans une décision importante de janvier 2011. Non seulement cette jurisprudence est constante au Conseil constitutionnel, mais elle l'est dans tous les autres ordres de juridiction en France. C'est aussi au nom de l'égalité, madame, que vous exprimez lorsque vous prétendez que le texte ne retirera aucun droit, que c'est un droit pour tous, qu'il va en ajouter sans en retirer à personne. C'est rigoureusement faux, parce qu'avec cette réforme, vous allez tarir un peu plus la source de l'adoption pour tous les couples, y compris hétérosexuels, et surtout, vous allez priver des enfants de connaître leurs origines, vous les allez les priver de connaître un père aussi et une mère. Et donc, au nom de cette égalité pour les adultes, vous allez créer une discrimination pour les enfants. Une pensée pour ma collègue Lisa Noyal qui a frôlé la dépression en réalisant ce magnéto. Parce que Bruno Retailleau, c'est ça. La droite qui serre la vis, inflexible sur l'immigration, intraitable sur la sécurité et arc-bouté sur des valeurs d'un autre siècle. Catholique pratiquant, le Vendéen sait également séduire les milieux traditionnalistes où la foi, l'identité et l'autorité sont brandis comme rempart contre toute forme de progrès. Ni plus ni moins que l'extrême droite drapée dans un costume de républicain. Il n'y a que sur les questions économiques qu'il marque sa différence. On l'a entendu, il estime que le RN est de gauche, économiquement. On y avait d'ailleurs consacré l'épisode du récap du 16 avril. L'ascension de Bruno Retailleau est fulgurante. Il lui aura fallu seulement 9 mois pour se positionner comme une figure politique de premier plan. En décembre 2022, lors de la précédente élection à la présidence de LR, il s'était incliné face à Éric Ciotti, alors incapable de faire oublier son statut d'outsider. Jusqu'à sa nomination au gouvernement par Michel Barnier en septembre dernier, il était relativement méconnu du grand public, à l'exception des Pays de la Loire qui ont eu le temps de se faire une idée sur le personnage. Vendéen d'origine, Bruno Retailleau a 64 ans. Loin d'être anodin, il a fait ses armes aux côtés de Philippe de Villiers, emblème de cette droite dite souverainiste qui chasse depuis toujours sur les terres de l'extrême droite. Et plus le temps passe, moins il cache sa proximité avec ce qui se fait de plus identitaire et complotiste dans l'échiquier politique français. En 2022, Philippe de Villiers soutient sans relâche la candidature d'Éric Zemmour. Et en fait, voter Zemmour, c'est voter instinct français. Non, on ne va pas mourir. C'est ça, le vote Zemmour. Donc c'est le vote vital. Sacré mentor pour le nouveau président des Républicains. C'est au Puy du Fou que se noue l'amitié entre ces deux figures vendéennes. Repéré à 17 ans, le jeune Bruno Retailleau devient vite le bras droit de Philippe de Villiers, le fondateur du parc. C'est dire la relation de confiance entre ces deux-là. C'est aussi son mentor qui lui ouvre les voies de la politique au Conseil général de Vendée. Quand de Villiers crée son parti Mouvement pour la France, Retailleau le rejoint et finira même premier vice-président en 2004. À l'Assemblée nationale, même histoire, c'est encore et toujours de Villiers qui ouvre les portes en démissionnant suite à son élection au Parlement européen. Bruno Retailleau prend la suite, élu au premier tour. Il détient ce mandat jusqu'en 1997, quand le grand chef décide de revenir siéger à l'Assemblée nationale. C'est finalement au Sénat que Bruno Retailleau trouvera une place qu'il tiendra pendant 20 ans, jusqu'à sa nomination au gouvernement. C'est en 2010 que Bruno Retailleau décide de voler de ses propres ailes et pour ça, il tue le père. Il claque la porte du Mouvement pour la France, annonçant qu'il n'est plus sur la même longueur d'onde que De Villiers et prend sa carte à l'UMP. C'est désormais vers Nicolas Sarkozy, puis François Fillon, qui ira sa loyauté politique. Mais rassurez-vous, les deux Vendéens se sont réconciliés en grande pompe en 2024, lors du départ du Vendée Globe. Entre Retailleau et De Villiers, l'histoire n'a jamais été une rupture, juste une pause stratégique. D'abord localement, comme toujours, en devenant président du Conseil général de Vendée en 2010, puis du Conseil régional des Pays de la Loire en 2016. Alors, pas de bol, la nouvelle législation sur le cumul des mandats en 2017 le pousse à la démission. Il tourne le dos à la région pour maintenir son ancrage national au Sénat, dont il dirige le groupe depuis 2014. Quand une partie des Républicains cède à l'appel du pouvoir et rejoint les rangs d'Emmanuel Macron, Bruno Retailleau reste fidèle au parti. Le Vendéen se pose même en opposant résolu au président de la République. En 2022, pendant sa campagne perdue à la présidence du parti, il ne mâche pas ses mots.
Si on se contente de ripolliner la façade du parti, on est mort. Il faut tout changer. La marque Les Républicains est morte. Je veux construire un parti populaire et patriote capable de rassembler tous les électeurs de droite, expliquait-il dans les colonnes du JDD. Déjà, ces positions lui ont valu les faveurs d'une partie des électeurs du RN et de Reconquête qui y voyaient une proximité idéologique indéniable. Vu la teneur de ses premières déclarations à peine élues, Bruno Retailleau ne semble pas avoir changé le braquet. Sa stratégie reste la même, créer une grande coalition de droite. Et pour ça, pas question de se brouiller avec l'extrême droite. Surtout quand sa nouvelle fonction lui ouvre grand les portes de la présidentielle de 2027. Et il y a fort à parier qu'il compte bien tirer profit de l'inéligibilité annoncée de Marine Le Pen pour ratisser large. La nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, c'est l'aubaine inespérée pour s'imposer, l'accélérateur de carrière. Il a mis de côté ses grands principes anti-Macron, léchés par un poste qui ne se refuse pas. Et pour cause, c'est un tremplin, tout le monde le sait. Ségolène Royal en a d'ailleurs parlé sur BFM, on l'écoute. 74% tout de même, on ne s'attendait pas à un tel chiffre. Oui, mais ça s'explique en même temps. C'est-à-dire les mécanismes politiques, souvent, sont assez constants. C'est-à-dire que Bruno Retailleau a bénéficié d'être au ministère de l'Intérieur, donc dans l'action. Donc ça, c'est toujours payant politiquement. Et c'est paradoxal. Ça aurait pu lui être reproché aussi, cette participation au gouvernement. Il a joué une ligne, il a joué une stratégie. Oui, mais il n'a pas encore eu le temps d'être jugé sur ses résultats. Donc finalement, dans la dynamique de l'action, c'est toujours gratifiant dans le domaine politique. Et c'est d'autant plus paradoxal que LR a quand même perdu les élections européennes. Voilà, un parti qui a perdu les élections européennes, qui a perdu les élections législatives et qui se retrouve donc au gouvernement parce que, effectivement, Emmanuel Macron a remis la droite qui a perdu les élections plutôt que la gauche qui avait gagné les élections législatives avec le RN, bien évidemment. Et donc, il a bénéficié de ce contexte-là par rapport à M. Wauquiez qui n'est pas rentré au gouvernement, enfin, ou en tout cas à qui on avait promis un ministère pas très gratifiant parce qu'il fallait qu'il augmente les impôts. Donc, on a vu aussi que, au fond, le ministère de l'Intérieur est toujours une rampe de lancement. On le voit dans les différentes échéances qui ont eu lieu avec d'autres responsables politiques au ministère de l'Intérieur. Le point quand même de vigilance, si je puis me permettre, c'est que quand il dit « je serai le candidat des honnêtes gens », franchement, il faut un peu de modestie par rapport à ça. Imaginez un président de la République socialiste qui aurait été condamné pour corruption, pour association de malfaiteurs, pour fraude dans une campagne électorale présidentielle de la prison ferme. On aurait dit, les socialistes, vous dégagez de la vie politique et vous venez plus nous parler d'honnêteté. Pour l'instant, Retailleau est sur la pente ascendante. Il bénéficie d'un poste stratégique au gouvernement. Il peut dérouler sans cesse ses éléments de langage et s'imposer médiatiquement. Pas étonnant que Wauquiez n'ait pas fait le poids face à ça. Reste que l'exercice d'équilibriste ne s'annonce pas facile. Désormais président de LR, il va devoir affirmer une ligne d'opposition et donc distincte de celle du gouvernement. Il risque donc de devoir se montrer critique envers ses propres collègues. Pas sûr que ça puisse tenir longtemps. Opposant le jour, loyal soldat le soir, même les meilleurs consortionnistes ont leurs limites. En attendant, il profite de sa double exposition pour briller. En désignant Retailleau, les Républicains tournent une page, mais ce n'est pas une renaissance. C'est une mue vers une droite dure, nationaliste, obsédée par l'autorité et l'identité. De l'héritage gaulliste, il ne reste plus qu'une vieille photo fanée. LR n'est plus qu'un marchepied vers la fusion avec l'extrême droite. Un Emmanuel Macron conforme à ce qu'il est, conforme à son père spirituel, M. Hollande, c'est-à-dire un peu insaisissable, d'accord avec tout le monde, un clin d'œil à droite, un clin d'œil à gauche. C'est sa devise, je pense, c'est le candidat je suis ni pour ni contre, bien au contraire. C'est-à-dire un peu insaisissable, vous voyez, ça sonnait creux, j'ai trouvé, impeccable, jeune, fringant, attrayant, mais très franchement, sur le plan politique, j'ai trouvé un peu immature. C'est lui qui l'avait dit à Londres, il avait revendiqué, vous savez, son immaturité, mais c'est ce sentiment, en tout cas sur le plateau, qui est ressorti nettement hier soir. On revient sur le scandale de la contamination des eaux minérales. L'enquête sénatoriale déplore une dissimulation de la part de l'État. Selon une enquête sénatoriale, les traitements illicites utilisés par la multinationale pour certaines eaux minérales ont fait l'objet d'une dissimulation par l'État. Après 6 mois de travaux et plus de 70 auditions, le rapport explique que l'industriel aurait sollicité le gouvernement, le préfet du Gard ainsi que l'ARS Occitanie.
Nestlé aurait ainsi cherché à faire disparaître des éléments importants sur la qualité sanitaire des forages exploités pour produire la marque Perrier. Vous avez l'industriel qui se fait censeur du rapport. En effet, les mentions des bactéries qui sont biffées, les mentions des traces de PFAS qui sont biffées, des polluants qui sont biffés. Et donc vous êtes dans cette situation où l'instructeur, le fonctionnaire instructeur, celui qui a travaillé sur le rapport, demande le retrait de sa signature. Le distributeur des eaux Épar, Perrier Contrex, a ensuite sollicité le gouvernement et la présidence française pour mettre en place des traitements controversés dits à microfiltration qui privent l'eau minérale de ses caractéristiques. Le rapport sénatorial explique que ce mensonge comporte des risques sanitaires, car tous les forages exploités par Nestlé sur le site de Perrier sont pollués par des bactéries et des pesticides. Dernièrement, dans le Gard, des scientifiques agréés par le ministère de la Santé ont dit récemment que tout produit était contaminé. Actualité internationale désormais, Netanyahou a annoncé vouloir prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Israël va prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter ce lundi, Benjamin Netanyahou met au grand jour sa stratégie de domination du territoire palestinien. Nous menons une bataille immense, intense et formidable. Des progrès ont été réalisés. Nous allons prendre le contrôle de l'ensemble du territoire de la bande de Gaza. C'est ce que nous allons faire. Et encore une chose, je tiens simplement à saluer les réservistes. Je salue nos soldats. Ils font un travail formidable là-bas, y compris ce matin. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais nous n'abandonnerons pas. Pour y parvenir, nous devons toutefois agir de manière à ce qu'ils ne puissent pas nous en empêcher. L'annonce tombe quelques heures à peine après de nouveaux bombardements sur la bande de Gaza, qui auraient fait au moins 52 morts selon la défense civile palestinienne. Israël continue donc d'élargir ce qu'elle appelle son opération terrestre, alors que la Cour internationale de justice reconnaît le risque de génocide. Risque d'autant plus élevé alors qu'Israël bloquait l'aide humanitaire depuis le 2 mars, une situation qui devrait néanmoins changer. Dans cette même vidéo publiée ce matin, le Premier ministre israélien explique réouvrir de manière limitée l'aide humanitaire après les pressions de son principal allié américain. Ce week-end, 3 élections présidentielles avaient lieu en Europe. La Roumanie, le Portugal et la Pologne ont voté. À l'est de l'Europe, l'heure est au présidentiel. En Roumanie, le candidat centriste de Bucarest, Nicu Zordan, a remporté hier le second tour de l'élection présidentielle. Face à lui, le nationaliste et fervent admirateur de Donald Trump, George Simion, a d'abord dénoncé une fraude lors des dépouillements avant de reconnaître sa défaite. En Pologne, un scénario similaire est en passe de se reproduire. Le libéral pro-européen Rafał Trzaskowski a créé la surprise en se plaçant en tête du premier tour des présidentielles face à Karol Nawrocki, lui aussi admirateur de Donald Trump. Avec 1,4% d'avance sur son rival, le scrutin promet d'être très serré. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois. Vous devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur le Média.